Cette fois, nous vous proposons de découvrir l'un des projets d'engins terrestres les plus fous du Troisième Reich. Le tout aussi impressionnant qu'irréaliste Landkreuzer P-1000 Ratte, un croiseur terrestre de plus de 1000 tonnes. Lorsque l'Allemagne envahit l'URSS le 22 juin 1941, l'état-major allemand est absolument convaincu de la supériorité de ses panzers face aux blindés soviétiques. Ces derniers avaient en effet déjà montré leurs limites lors de la guerre d'hiver contre la Finlande, et s'ils avaient déjà eu du mal face à la petite armée finlandaise, ça ne devrait être qu'une simple formalité pour la formidable machine de guerre allemande. Mais la réalité va rapidement contredire ces certitudes. Contre toute attente, les KV-1 et T-34 soviétiques se révèlent supérieurs à tout ce que les Allemands possèdent alors, et en plus ils sont produits en quantité bien plus importante. Face à l'urgence, l'Allemagne peut compter sur le char lourd de transition Tigre 1, produit à partir d'août 1942, puis sur le Panther, dont la production commence précipitamment en novembre de la même année. Mais après avoir clairement sous-estimé les soviétiques, Hitler exige la création d'un char super lourd, extrêmement blindé, équipé d'un canon longue portée, capable de surpasser tout ce que l'URSS pourrait développer à l'avenir. Ainsi, pour la seule année 1942, les projets se multiplient. La société Krupp conçoit le Panzer VII Löwe, mais devant les retards de développement, Hitler annule le programme au profit du célèbre géant de Ferdinand Porsche, le Panzer VIII Maus. Mais là encore, le développement prend du retard. Krupp reçoit alors, en novembre 1942, une commande pour un char concurrent et propose le E-100, qui sera finalement lui aussi abandonné par Hitler au profit du Maus en décembre. Bref, les projets s'enchaînent à un rythme effréné, sans déboucher sur grand-chose de concret. Il n'est donc pas très surprenant que ce soit précisément à cette période qu'apparaisse le projet de char le plus monstrueux de l'histoire. Le 23 juin 1942, l'ingénieur Eduard Grote, directeur du département des affaires navales au sein du ministère allemand de l'armement, propose un concept totalement surréaliste. Le Landkreuzer P-1000 Ratte, littéralement un croiseur terrestre. Si dès l'apparition des premiers chars on parle de navire terrestre, le terme Landship devait d'ailleurs être le nom officiel britannique de ce qui deviendra finalement connu sous le nom de tank. Mais avec le P-1000, on change complètement d'échelle. Voyez plutôt. La caisse mesure 35 mètres de long pour 14 mètres de large et l'engin culminerait à 11 mètres de haut pour un poids à vide estimé à 1000 tonnes. Et encore, cette estimation semble très largement sous-évaluée. En effet, ce chiffre suppose que le blindage ne pèserait que 200 tonnes. Mais au vu de la surface totale, cela correspondrait à un blindage uniforme d'à peine 26 mm d'épaisseur. C'est donc ridiculement faible. Même les premiers Sherman possédaient 51 mm de blindage frontal. Et cela contredit complètement les estimations qui évoquent un blindage compris entre 350 et 360 mm à l'avant et 150 à 200 mm sur les côtés et l'arrière, auxquels certains ajoutent 50 mm pour le toit et le plancher. À titre de comparaison, le Maus, pourtant infiniment plus petit, pesait déjà 188 tonnes, avec 200 mm de blindage frontal, 180 mm sur les flancs et 100 mm pour le toit et le plancher. On peut également le comparer à une autre aberration allemande qui fut, elle, bien produite. Le canon ferroviaire Schwerer Gustav qui pesait 1350 tonnes, alors qu'il n'avait ni blindage ni motorisation. Il est donc très probable que si ce monstre avait réellement été construit, avec un blindage aussi épais qu'annoncé, son poids réel aurait plutôt atteint entre 1500 et 2000 tonnes, soit plus de 10 Maus. S'il est appelé croiseur terrestre, ce n'est pas seulement en raison de sa taille, mais également à cause de son armement. La conception du P-1000 est confiée à la société Krupp qui possède une solide expérience dans les armes de très gros calibre. L'entreprise produit aussi bien des canons que des chars ou des navires de guerre et c'est déjà illustré avec des armes gigantesques. Les Grossbertha et Pariser Kanonen de la Première Guerre mondiale, jusqu'aux immenses canons ferroviaires Schwerer Gustav et Dora à la fin des années 30. L'idée de l'armement principal du T-1000 consiste tout simplement à installer une tourelle de croiseur de bataille sur un char.
Plus précisément, il s'agirait de la même tourelle qu'utilisée sur les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau, armés de canons navals de 283 mm, eux aussi conçus par Krupp. La différence étant qu'ici, la tourelle n'emporterait que 2 canons au lieu de 3, histoire d'économiser 50 tonnes et de tenir compte des contraintes d'espace propres à un véhicule terrestre. Par nature, ces canons navals surpassent largement tout ce qui sera monté sur un char pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le plus gros canon de char en service est le 88 mm du Tigre 1, tandis que même le Maus ne possède qu'un canon de 128 mm. Les canons du P1000 auraient ainsi pu tirer des obus de plus de 300 kg à une distance maximale d'environ 41 km. Selon la cible, 2 types de projectiles auraient été utilisés, soit un obus explosif de 315 kg, soit un obus perforant de 336 kg, capable de percer jusqu'à 450 mm de blindage à 5 km et encore plus de 200 à 27 km. Autant dire qu'aucun char n'aurait pu résister à un tel tir. Même le Maus ne possédait que 200 mm de blindage frontal. Ces canons auraient également été capables de détruire de solides fortifications. Rien que l'onde de choc de l'impact aurait pu causer des dégâts sur plusieurs dizaines de mètres. Le P1000 devait emporter environ 200 obus, mais compte tenu de la taille et du poids de ses munitions, son ravitaillement aurait nécessité une logistique très lourde. De plus, malgré toute leur puissance, ces canons présentent un problème évident. Ils sont incapables de tirer sur des cibles proches, notamment à cause de leur longueur et de leur position. Pour compenser ce défaut, il est prévu d'installer en armement secondaire un canon de 128 mm, le canon principal des Jagdtiger et Maus. Ce canon tire l'obus perforant Panzergranate 39 de 26 kg, à une vitesse initiale d'environ 880 mètres par seconde. Il peut percer 143 mm de blindage à 1000 mètres et encore 117 mm à 2000 mètres. En théorie, il peut donc transpercer un T-34 de part en part à plus de 2 km. Mais comme beaucoup de choses avec le P1000, on n'a pas de certitude sur la position exacte de ce canon. Certains imaginent une tourelle arrière similaire à celle du Maus, également conçue par Krupp. D'autres pensent qu'il aurait pu être placé dans la tourelle principale, entre les 2 canons de 283 mm, ce qui aurait permis d'économiser le poids d'une tourelle Maus pesant tout de même 55 tonnes, soit presque 2 Sherman, tout en améliorant la coordination des tirs. Enfin, une autre possibilité serait une installation frontale dans la caisse, permettant de couvrir efficacement l'avant, mais au prix d'importants angles morts sur les côtés et à l'arrière. En réalité, faute de plan définitif, les spéculations sont nombreuses et on peut un peu tout imaginer. D'ailleurs, de nos jours, on le voit souvent présenté avec 2 tourelles de Maus à l'arrière en plus du canon frontal. Pour la défense rapprochée contre l'infanterie, il est également prévu d'installer 2 canons automatiques MG 151 de 15 mm, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière de la caisse. En revanche, il semble qu'aucun armement ne soit prévu pour couvrir les côtés du véhicule, malgré sa taille gigantesque. En dehors des menaces terrestres, il est également clair qu'au vu de sa taille, il fait une cible de choix pour l'aviation. Le P1000 devait donc recevoir une défense anti-aérienne comparable à celle d'un navire, composé de 8 canons 2 cm Flak 38. Principal canon anti-aérien léger de l'armée allemande, il tire des obus de 20 mm à une cadence d'environ 450 coups par minute, pour une portée efficace en anti-aérien de 2200 mètres. Là encore, on ignore leur position exacte. On estime généralement que 2 tourelles de 2 canons auraient été placées aux extrémités arrière de la caisse, et que les 4 autres auraient pu être installées dans des coupoles blindées sur le dessus de la caisse, alors que certains estiment qu'ils auraient plutôt été installés à l'arrière de la tourelle. Pour faire bouger un tel monstre, il faut évidemment une motorisation tout aussi colossale. 2 options semblent avoir été étudiées. La première consiste en 2 moteurs diesel de U-Boat, développant chacun 8500 chevaux. La seconde prévoit 8 moteurs Daimler-Benz MB501 de 2000 chevaux chacun, notamment utilisés sur les vedettes lance-torpilles rapides allemandes. Encore une fois, on notera le parallèle avec la marine. Avec de telles motorisations, il était prévu que le P1000 atteigne 44 km/h pour une autonomie de 190 km. Ce qui semble très optimiste au vu de la masse de l'engin. On peut également s'interroger sur la quantité de carburant nécessaire pour atteindre une telle autonomie.
Par exemple, le Maus, avec ses 188 tonnes et 1080 chevaux, consommait 17 litres par kilomètre, soit l'équivalent de 6 panthères. Imaginez alors plus de 1000 tonnes et 16 000 chevaux, sans parler du poids que représente une telle quantité de carburant. Afin de mieux répartir le poids et réduire la pression au sol, le P1000 reprend l'idée du multi-chenille, déjà utilisé sur certaines machines d'excavation des mines de charbon et qui avait d'ailleurs été envisagé un temps pour le Maus. Le P1000 aurait ainsi disposé de 3 chenilles de 1,20 m de large de chaque côté. Mais là encore, de nombreuses questions se posent. Comment entretenir et réparer de telles chenilles sur le terrain ? Surtout qu'au vu de ses dimensions, une fois construit, le P1000 ne peut se déplacer que par ses propres moyens. Il n'existe évidemment aucun wagon capable de le transporter par le rail. Sa hauteur rendrait également impossible la traversée des tunnels, tandis que son poids extrême ferait s'effondrer la majorité des ponts, il réduirait également en miettes les routes. Pour contourner partiellement ces problèmes, sa garde au sol d'environ 2 mètres devait lui permettre de traverser directement la plupart des fleuves, alors qu'il pourrait littéralement écraser n'importe quel obstacle sur sa route. Mais ces arguments semblent bien faibles devant les contraintes. Il semble donc que, comme le Maus, si le P1000 avait réellement été construit, il aurait plutôt été utilisé comme défense, plus ou moins mobile, ou comme canon automoteur géant plutôt que comme un char d'assaut. Si le Maus peut être comparé à un bunker mobile, le Rathe aurait été une forteresse. Et comme une forteresse, il aurait eu besoin d'unités d'infanterie et de blindés pour assurer sa protection. Surtout que si ces canons peuvent détruire n'importe quelle cible, leur cadence limitée ne leur permettrait pas de faire face à un assaut de chars rapides et mobiles. Il aurait également fallu une forte couverture aérienne ou le contrôle total des cieux, les dimensions du P1000 ne manquant pas d'en faire une cible de choix pour l'aviation ennemie. Face à un projet aussi titanesque, il est légitime de s'interroger sur sa pertinence militaire. Un engin de ce type aurait englouti des quantités colossales de ressources et de main-d'œuvre, sans parler des contraintes logistiques nécessaires pour le faire fonctionner, pour un intérêt militaire des plus incertains. Aujourd'hui, un tel engin nous semble totalement absurde, un avis qui était déjà partagé à l'époque. En effet, même si Hitler en personne autorisa le développement du P1000 en décembre 1942, dont le goût pour la démesure n'est plus à démontrer, Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, l'annula dès début 1943. Selon lui, et à juste titre, c'était un projet tout simplement irréalisable avec les capacités industrielles de l'Allemagne, et au potentiel plus que douteux. Le général Heinz Guderian ira même jusqu'à le qualifier de simple fantaisie. Ainsi, si aucun P1000 Rathe ne fut jamais construit, il reste un symbole de la folie des grandeurs et de l'absurdité des projets du Troisième Reich, où la démesure et les ambitions irréalistes d'Hitler l'emportaient sur les réalités militaires. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le P1000 n'est même pas le projet le plus extrême imaginé à l'époque, puisqu'en décembre 1942, le même mois où le Rathe est validé, Krupp propose encore mieux, ou pire, le Landkreuzer P1500 Monster, un canon automoteur géant de 800 mm pesant près de 1800 tonnes. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.